Deuxième jour des travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Leaders japonais, africains et donateurs discutent de l'avenir du continent noir. Le Japon promet une aide de 32 milliards de dollars à l'Afrique. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et l'ONUCI se rapprochent davantage. Les deux armées ont signé un accord de coopération renforcé à plusieurs niveaux. Réduire le chômage de la jeunesse par l'entrepreneuriat, c'est la mission du Fonds national de la jeunesse, un fonds qui a reçu plus de 200 dossiers depuis sa création il y a 5 mois et créé près de 300 emplois. Le FNJ pourra-t-il jubiler le chômage des jeunes? C'est le sujet du magazine de ce dimanche, un magazine qui a pour invité M. Lassina Bamba, le directeur du Fonds national de la jeunesse. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points, notamment celui qui vous préoccupe certainement, comment obtenir un financement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous sommes au deuxième jour des travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une conférence qui se tient au Japon, à laquelle prennent part des leaders japonais et africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Et c'est hier que cette conférence s'est ouverte au Japon, main dans la main pour une Afrique plus dynamique. C'est le thème de cette conférence. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré lors de son discours d'ouverture que le Japon allait fournir une aide d'environ 32 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 5 prochaines années. Le compte-rendu de notre envoyé spécial au Japon, Abiba Dambele-Sawi. La ville de Yokohama a accueilli ce samedi matin la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, la TICAD. Cette conférence réunit une cinquantaine de pays africains et les décideurs japonais pour parler de développement en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a annoncé que le Japon allait allouer 32 milliards de dollars à l'Afrique dans les 5 années à venir. Ce financement servira à réaliser des projets de construction d'infrastructures de base et des programmes de formation des jeunes. Le Premier ministre éthiopien, président de l'UA, qui célèbre ses 50 ans cette année, a déclaré que la TICAD a été pendant 20 ans et de loin la force motrice pour répondre à l'appel de détresse de l'Afrique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ne dit pas autre chose. Il a affirmé que le Japon est l'un des partenaires les plus solides de l'Afrique. Ce pays a octroyé 1,5 milliard de dollars à l'ONU pour soutenir les activités de développement en Afrique, avant d'ajouter que le pays du soleil levant n'a jamais arrêté ses aides à l'Afrique, même pendant la catastrophe de Fukushima. Pour le président de la Banque mondiale, le docteur Jim Yong Kim, le processus de la TICAD insiste sur l'appropriation et le partenariat, promeut la coopération entre le Japon et l'Afrique et souligne l'importance à mettre l'être humain au centre du processus. En marge des manifestations officielles, une foire africaine est organisée réunissant une exposition professionnelle et des ventes de produits. Le président Alassane Ouattara a visité cette exposition où le Centre de promotion des investissements propose les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, un pays qui ambitionne d'être émergent en 2020. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a échangé avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et la résolution de la crise malienne. Abiba Dambele-Sawi. L'audience accordée par le secrétaire général de l'ONU au président Alassane Ouattara et à sa délégation a permis de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire, où le processus de normalisation suit son cours. Nous avons constaté ensemble que la situation s'est normalisée en Côte d'Ivoire. Le pays est en paix, en sécurité et que l'économie se porte bien et surtout que nous sommes engagés à travailler pour renforcer cette situation de paix et faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve sa place et son rang au niveau donc du continent. Nous avons évoqué le soutien des Nations Unies à ce processus. Nous avons insisté sur le profil de désengagement des troupes de l'ONU en Côte d'Ivoire et que cela soit facilité, mais que nous ayons en contrepartie un soutien en matière de formation et d'équipement. Au plan électoral, le secrétaire général s'est dit très heureux
que nous ayons bouclé le cycle électoral enfin et que nous puissions maintenant travailler pour les prochaines années à un nouveau cycle électoral à partir de 2015. Et nous avons beaucoup parlé de la crise malienne. Il a reconnu les efforts qui ont été faits par la CEDEAO pour amener une solution à cette situation douloureuse pour nous tous. Nous avons indiqué que la CEDEAO était déterminée au niveau de la MISMA, qui a déployé plus de 6 000 hommes au Mali, mais également avec la résolution des Nations Unies à compter du 1er juillet, la MINUSMA qui va donc continuer le travail de stabilisation au Mali en vue d'organiser des élections démocratiques fin juillet. Alors, le Mali est une situation qui nous interpelle tous. Nous avons considéré que nous devons être mieux organisés en matière de renseignement, en matière de surveillance, pour ne pas avoir de surprises de ce genre à l'avenir. Et la CEDEAO a fait sa part, son devoir, et nous pensons que la communauté internationale nous apporte un très grand soutien. Le secrétaire général Ban Ki-moon nous a assuré de son plein soutien pour ce que nous faisons dans la sous-région. Convergence totale de vues entre le secrétaire général de l'ONU et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président de la Banque mondiale, Kim Yong-jim. Ce dernier a réitéré au président Alassane Ouattara le soutien de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Le président de la Banque mondiale, le docteur Jim Yong Kim, entouré de ses plus proches collaborateurs, a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. La Banque mondiale qui soutient la Côte d'Ivoire dans son processus de développement, couronné par un taux de croissance à 2 chiffres. La Banque mondiale vient de rencontrer son Excellence le président Ouattara et bien sûr il s'est réjoui de la qualité des relations qui existent entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Il est clair que le rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région a été l'objet des discussions et surtout le rôle moteur que la Côte d'Ivoire peut jouer aujourd'hui dans la sous-région est en train de jouer. Il est clair que les résultats obtenus en termes d'éducation avec la construction de 1500 classes récemment, avec les ambitions du gouvernement de mobiliser les ressources intérieures à travers l'émission de bons en CFA, et sont des questions techniques qui ont été discutées, mais qui permettront d'atteindre des objectifs de développement qui iront bien sûr au-delà des 10% de croissance que le gouvernement a atteint, qui sont tout à fait impressionnants parce que c'est bien au-dessus de la moyenne des pays africains, et nous essaierons de soutenir le gouvernement. De la même manière, il s'agit également de parler de l'enveloppe financière qui a été mise à disposition. Comme vous le savez, la dernière fois que le président Jim Kim a visité la Côte d'Ivoire, on a parlé d'une enveloppe d'1 milliard de dollars. Nous allons mobiliser les ressources disponibles dans le cadre de l'IDA 16 et également voir comment tout cela peut appuyer l'intégration régionale qui constitue un élément moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Nous continuerons de tout faire pour mériter la confiance du président Jim Kim parce que la Côte d'Ivoire a bien besoin de la Banque mondiale et nous sommes reconnaissants pour votre soutien. Merci, Monsieur le Président. La Banque mondiale se dit prête à étudier l'octroi d'un nouvel appui financier d'un montant de 1 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec des responsables du groupe TOAS, un groupe spécialisé dans la location de matériel opérationnel aux entreprises. Ils ont évoqué la construction des salles de classe à laquelle voudrait participer le groupe franco-marocain. Le reportage d'Hugues Hervé Blé. La construction de salles de classe, c'est le sujet principal évoqué à cette audience. Signe de l'intérêt du sujet évoqué entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les responsables du groupe franco-marocain TOAS. La durée de l'audience, environ 1 heure de temps. La mise en œuvre du projet favorisera la création de nombreux emplois, selon les hôtes du Premier ministre. L'audience concernait le projet de développement de salles de classe sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, associé à l'implantation d'une ligne de production locale, qui permettra d'accélérer justement ce déploiement de salles de classe, mais aussi de créer de l'emploi localement. Je ne peux pas encore vous dire quelle sera l'évaluation, mais nous trouverons les investissements, oui.
On en vient à ce rapprochement entre l'armée ivoirienne et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien et l'ONUCI ont signé un accord de coopération renforcée. Les précisions de Mamadou Kwasi. En présence de la hiérarchie des forces ivoiriennes ainsi que celle de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, pour la partie ivoirienne, et le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koндers, pour le compte de l'ONUCI, ont paraphé le document qui définit le nouveau cadre de collaboration entre la force onusienne et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il était important que, compte tenu des mouvements que nous avons opérés sur nos territoires face aux différentes menaces, que nos amis, nos partenaires, les forces de l'ONUCI s'adaptent à ce découpage. Cet accord est le signe de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération en vue d'une meilleure efficacité dans la conduite des futures actions sur le terrain, poursuit le ministre en charge de la Défense. Pour le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koндers, il y a des avancées au plan sécuritaire, mais aussi des défis qui pourraient être relevés par cette convention, qui ouvre de nouveaux champs dans la coopération entre les deux forces. On va travailler pas seulement sur le niveau national, mais aussi décentralisé. Ça peut avoir des éléments de formation, de discussion sur des opérations difficiles, sur la coopération dans le contexte de restructuration des secteurs de sécurité. Il faut noter que Bert Koндers quitte bientôt la Côte d'Ivoire pour le Mali, où il vient d'être nommé à la tête de la mission des Nations Unies. Un séminaire sur la non-violence se tient depuis quelques jours. Il vise l'application de la charte de la non-violence signée en décembre 2012 par l'ensemble des syndicats et associations d'étudiants. Le séminaire va aussi examiner d'autres difficultés de l'enseignement supérieur. Des anciens visages de la lutte syndicale ont pris part à la rencontre. Ces leaders invitent les étudiants à éviter les erreurs du passé et à favoriser l'implantation d'investisseurs en renonçant à la violence. Ce jeudi 30 mai, c'était la journée de la santé de la femme handicapée. Il s'agit de la 3e édition de cette journée nationale qui est une occasion de célébrer les femmes handicapées. Cette année, une conférence a été animée sur le thème femmes handicapées et l'hépatite. Ces femmes, vous le savez, sont victimes de marginalisation et rencontrent beaucoup de problèmes. Doigt de laser nous en dit plus. Escalier à plus de 10 marches. Couloir non éclairé, bureau délabré, c'est le visage que présente le siège de l'Union nationale des femmes handicapées physiques de Côte d'Ivoire. Selon la présidente de cette organisation, Anne-Cécile Conan, cet état avancé de dégradation des locaux dû depuis la crise post-électorale. Nos sièges fait frontière avec l'ambassade et nous savions que le plateau a été le siège de violents combats. Donc depuis que nous sommes arrivés, le toit est complètement percé. Donc quand la saison des pluies approche, nous avons très peur parce que du fait que l'eau puisse transverser le plafond, il n'y a plus d'électricité, la plomberie, tout a été volé pendant la crise. Mais le minimum qu'on demande, nous n'avons pas. Et nous sommes exposés à des maladies, à des infections. Donc nous en appelons aux bonnes volontés qui voudraient bien nous aider, de pouvoir nous aider pour que nous puissions remettre notre bâtiment sur pied. À l'occasion de la célébration de la 3e journée nationale dédiée aux femmes handicapées de Côte d'Ivoire, le cri de cœur de l'Union nationale des femmes handicapées, selon leur présidente, est de voir leurs conditions de vie améliorées. Kipeya Kone, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État Moussa Dosso, a rassuré que le bien-être des personnes vulnérables, et en particulier celui des handicapés physiques, est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 300 000 francs CFA a été remise par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, pour soutenir les charges de fonctionnement de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. L'une des valeurs culturelles qui se meurt en Côte d'Ivoire, c'est le conte. Les conteurs professionnels font des efforts pour éviter la disparition totale des contes. Ils ont offert un spectacle de contes aux enfants de l'orphelinat de Bingerville pour faire revivre le conte, spectacle que vous allez certainement apprécier dans ce reportage d'Honorina Ngori. Pour égayer et apporter du baume au cœur des pensionnaires de l'orphelinat garçon de Bingerville, l'association des jeunes conteurs était dans cet établissement. Nous offrons ces spectacles-là sur des sites pour permettre aux enfants de s'égayer, pour leur permettre de rêver avec nous à travers le conte et
par la même occasion, permettre aussi aux contes de vivre. Les élèves de l'orphelinat de Bingerville qui ont apprécié les contes ont bien voulu en raconter. Il y avait Lien. Lien était intelligent. Sa maman s'appelait Monou, ce qui signifie 5. Maintenant, tous les animaux avaient fait. Maintenant, lui, il avait fait 5 buts. Maintenant, quand il appelle les animaux, quand il passe et puis il dit, pardon, viens compter ça pour moi. Et puis il dit, nous connaissons nous. Et puis il dit, c'est maman Monou qui est moi, tu prends pour m'appeler. Et puis il tue l'animal et puis il mange. Il y avait un vieux qui s'appelle le vieux Kokota. Il a dit à ses 2 jumeaux, si je me parle tous aux villageois de la tolérance, le vieux Kokota est mort. L'autre jumeau a dit, je vais diriger le village. Il dit non. Ils se sont battus jusqu'au coucher du soleil. Le vieux Kokota, son esprit a donné le Kokota aux 2 enfants. Depuis ce jour, les 2 jumeaux parlent de la tolérance aux villageois. C'est un flop, quand il dit camarade là, c'est que vous et moi on a même âge. Créé en 1953, l'orphelinat des garçons de Bingerville compte 184 pensionnaires pour une capacité d'accueil de 250 enfants. 36 années de carrière, ça se fête et ce n'est pas Regina Yaou que vous connaissez, que vous appréciez certainement, qui vous dira le contraire. Ces 36 années de carrière riches en publications ont été célébrées par la maison d'édition Neyi Seda. Léon Brou nous conduit à cette célébration. Le prix de la révolte d'Afiba, coup d'État, l'indésirable et Opération Fournaise, sa dernière publication, pour ne citer que ses œuvres. En 36 ans d'écriture, Regina Yaou totalise 23 ouvrages. Elle dispose encore d'au moins 15 manuscrits inédits et 6 romans en jachère. C'est 36 ans donc, une riche carrière d'écrivain qui vaut à Regina Yaou l'hommage des acteurs du secteur du livre. Regina Yaou est un des auteurs phares, je dirais, de la littérature ivoirienne, avec des ouvrages à succès. Et à l'occasion de la parution du dernier en date, Opération Fournaise, nous avons pensé qu'il était temps de lui rendre hommage. Des talents, on les suit, on fait en sorte qu'il édite, qu'il publie. Et là, Regina Yaou, vraiment, c'est l'exemple le plus patent. Et je pense que c'est une inspiration pour toutes les jeunes filles. L'écrivain, quant à elle, doit son exploit à Dieu et à son abnégation. Voici ses conseils pour l'éclosion de jeunes talents. Mon conseil aux jeunes talents, c'est de lire beaucoup. De lire et de lire et de lire encore pour pouvoir forger leur style, pour améliorer leur orthographe. La carrière d'écrivain, Regina Yaou la débute en 1977 par une nouvelle, La Citadine, suivie de son roman Les Oumaris. Mais avant, elle fait preuve de son talent en 1972, alors âgée de 12 ans, quand elle fut lauréate du concours littéraire organisé par une maison d'édition. Intéressons-nous aux 10 années de l'ONG IRC, International Rescue Committee, une ONG internationale qui œuvre pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Après 10 ans de présence dans notre pays, cette ONG fait son bilan et s'engage à poursuivre sa mission. 2003, l'ONG IRC, International Rescue Committee, s'installe en Côte d'Ivoire, à la faveur de la crise survenue une année plus tôt. Sa mission, œuvrer pour le retour de la cohésion sociale, promouvoir la réconciliation et amener les populations meurtries par la crise de 2002 à contribuer ensemble à ramener une paix totale, durable et définitive. Nous allons continuer avec nos moyens, avec notre force, et notre force ce sont nos ressources humaines, à essayer de travailler pour le bien-être des plus vulnérables. De sa date d'établissement à ce jour, 10 années se sont écoulées et les actions menées par IRC sont visibles, notamment dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Les actions exécutées par des hommes et des femmes dotés d'un grand sens d'humanisme et à juste titre félicités pour leur travail à travers cette cérémonie de décoration. Aujourd'hui, avec ces hommes et ces femmes, l'ONG IRC continue à travailler dans le domaine de la cohésion sociale et la paix, la prise en charge psychologique des victimes des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire et la prévention des conflits fonciers récurrents dans cette partie du pays, avec l'espoir que l'ouest du pays soit la région d'où jaillira la paix totale en Côte d'Ivoire.
Le développement de la région du Sud Comoé était au centre des échanges entre le président du Conseil général de la région et la chefferie traditionnelle. La construction et la réhabilitation d'infrastructures économiques ont été aussi abordées, comme nous l'explique Patricia Omouetia. Échanger de façon périodique avec les populations de Krindiabo pour les associer au développement de la région. Telle est la mission que s'est assignée Aka Aoulé, président du Conseil général. Les échanges ont porté sur les activités agro-industrielles et sur les projets de réhabilitation des infrastructures. Les rois et les chefs coutumiers se sont appropriés tous ces projets de développement. Ils ont exhorté les populations à s'unir et à œuvrer pour la paix et ont réitéré leur encouragement à Aka Aoulé pour son dévouement pour le royaume du sans-vie. Aka Aoulé a également ajouté qu'il fera de la région du Sud Comoé la meilleure en matière de développement et de cohésion sociale. De la religion à présent, cette semaine, l'évêque d'Aboville, Alexis Touabli Hulo, a consacré la chapelle Notre-Dame du Rosaire. On en parle avec Honorina Ngoré. Dans vos mains et dans vos cœurs, je dépose ce matin l'église catholique à Aïa. La chapelle Notre-Dame du Rosaire est désormais l'église Notre-Dame du Rosaire. Cette consécration a été faite par l'évêque d'Agboville, Alexis Touabli Yulo. Les fidèles chrétiens venus massivement à la cérémonie ont organisé un rituel de dédicace afin que résonne dans cette nouvelle église la parole de Dieu et qu'ils y découvrent le mystère du Christ. Un hommage a été rendu à la communauté catholique du village d'Ayoua pour sa fidélité et son rôle prépondérant dans l'évangélisation. Alexis Touabli Yulo a salué également la fraternité religieuse entre les fidèles catholiques et musulmans. L'évêque a prié pour l'unité et la cohésion entre les fils et filles d'Ayoua, village situé dans la sous-préfecture de Tiassal. 4 à 5 millions de jeunes sont touchés par le chômage en Côte d'Ivoire. De l'avis de plusieurs, l'entrepreneuriat apparaît comme la seule voie envisageable pour faire reculer le chômage. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé en octobre 2012 de mettre sur pied le Fonds national de la jeunesse, un fonds qui existait déjà sous une autre forme et qui est resté longtemps dans la léthargie. Enfin, cela fait donc plus de 5 mois que le Fonds national de la jeunesse existe. Seulement pourra-t-il régler le problème du chômage? Que faut-il faire pour obtenir le financement de son projet? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons le directeur général de ce fonds, M. Bomba Lassina. Bonjour, M. Bomba. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant de débuter cet entretien, nous allons visionner des sujets, bien sûr, qui concernent les jeunes. La jeunesse ivoirienne invitée à tourner le dos à la violence pour revendiquer sa part d'emploi dans la politique du président Alassane Ouattara. Et cet appel a été lancé par Touré Mamadou, conseiller spécial du président de la République et le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Le reportage de Brouléon. Un siège pour la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Ce bâtiment de 5 bureaux avec salle de réunion est situé au camp militaire dans la commune de Yopougon. Sur son usage, le président de la CJPPR explique qu'il va abriter les rencontres et réflexions de la jeunesse sur la réconciliation, la paix et la non-violence. Les problèmes de la jeunesse, en l'occurrence l'emploi, seront également débattus dans ce siège. Une raison pour Zadi Diédié d'inviter les jeunes à croire en leur avenir plutôt que de se laisser manipuler par des fauteurs de troubles. Comment nous allons faire pour que notre pays soit développé? Comment nous allons faire pour qu'un jeune ait du travail? Comment nous allons faire pour ne pas qu'on endeuille encore des familles? C'est de dire non à la guerre. Et c'est d'aller contre ceux qui veulent déstabiliser ce pouvoir. Zadi Diédié est appuyé par le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Touré Mamadou indique que la jeunesse doit prendre sa liberté sous le président Alassane Ouattara car les opportunités d'emploi à cet effet, il y en a. Il y a des opportunités. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas vrai. Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens.
Il ne crée pas emploi seulement pour les militants PRDR. Revendiquez parce que vous êtes des Ivoiriens. Revendiquez votre part dans les emplois, ça n'a rien de politique. Cette acquisition de sièges intervient un an après le démarrage des activités de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Justement, l'État de Côte d'Ivoire veut faire face au chômage des jeunes. Plusieurs structures, dont le Fonds national de la jeunesse et les autres, se sont vues confier cette mission. Le FNJ, depuis sa création, a créé des centaines d'emplois. On en parle avec Lassine Fofana. Le chômage de la jeunesse ivoirienne reste une question essentielle de la politique de développement en Côte d'Ivoire. Pour apporter une réponse à cette question majeure, l'exécutif ivoirien a créé le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Le FNJ a pour mission de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat et de renforcer la cohésion sociale à travers le bénévolat, le volontariat et la promotion du mérite de la jeunesse. En vue d'atteindre ces objectifs qui lui ont été assignés, le FNJ est tenu de nouer des partenariats avec toutes les structures susceptibles de proposer des opportunités pour aider les jeunes à réussir leur insertion, tant au plan financier que technique. Et c'est pour cela que le FNJ a noué des partenariats avec l'AGEFOP par exemple. Le financement que le FNJ apporte aux jeunes entrepreneurs se présente sous forme de garantie au crédit bancaire à consentir par ses partenaires financiers. Ainsi, après 5 mois d'activité et plus de 200 projets reçus, la structure a procédé à une remise de chèques à 21 entrepreneurs le mois dernier avec son partenaire bancaire. Ce sont 256 nouveaux emplois directs et plus de 500 emplois induits qui seront créés pour un montant global de plus de 310 millions de francs CFA. Seule voie pour résorber la population de jeunes sans emploi. Alors, M. Bomba, M. Lassine Fofana nous a présenté un tant soit peu le Fonds national de la jeunesse. Ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'on a un fonds. On avait le Fonds national de la solidarité. Aujourd'hui, Fonds national de la jeunesse. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Merci, madame. Le Fonds national de la jeunesse, il faut le présenter brièvement, est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a déjà été présenté dans l'élément que nous avons vu. On a simplement envie de comprendre où se situe le changement. Le changement se situe au niveau des missions. Le Fonds national de la solidarité avait pour mission de résorber le chômage des jeunes. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission également de résorber le chômage des jeunes. Il a pour mission essentielle également de renforcer la cohésion sociale. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort de plusieurs années de crise. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission de résoudre le problème du chômage des jeunes, mais aussi d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de la cohésion sociale, de réapprendre aux jeunes à vivre ensemble pour être les acteurs au centre du développement de la Côte d'Ivoire émergente. Seulement, on n'a pas un très bon souvenir des fonds en Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la solidarité, on peut le dire, n'a pas très bien fonctionné. À votre niveau, quels sont les mécanismes mis en place pour éviter les erreurs du passé? Le Fonds national de la solidarité n'a pas bien fonctionné. Bon, c'est une appréciation. Je dirais que le Fonds a eu les résultats qu'il a pu obtenir. Il est clair que la mise en place du Fonds national de la jeunesse obéit à la volonté des gouvernants de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, le Fonds national de la jeunesse a un dispositif innovant, un dispositif qui s'adapte aux réalités du moment. C'est pour cela que nous faisons appel à toutes les méthodes, toutes les techniques modernes pour pouvoir non seulement accompagner les jeunes techniquement, mais aussi tous les dispositifs qu'il faut pour encadrer les jeunes à travers la formation, à travers le suivi de leurs projets pour qu'effectivement, ce qui n'a pas marché dans les dispositifs précédents... Et justement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le dispositif précédent? Les dispositifs précédents ont péché par le manque de suivi. Et aujourd'hui, le Fonds national de la jeunesse a comme méthode principale non seulement le suivi de l'idée de projet, la mise en forme de l'idée de projet du jeune, la structuration du projet du jeune, la mise en place du projet du jeune, le suivi surtout de l'activité du jeune depuis sa mise en place jusqu'au remboursement effectif du financement qui lui a été accordé à travers les conseillers d'encadrement qui l'accompagnent à la mise en place de son projet, les conseillers en gestion de projet qui sont des véritables gendarmes derrière le jeune pour l'aider à conduire son projet dans tous ses aspects techniques, financiers, les mécanismes de suivi avec le partenaire bancaire pour suivre les jeunes,
jusqu'à ce qu'il réalise effectivement l'objectif pour lequel le prêt lui a été consenti. Et justement, l'un des problèmes qu'on a rencontré avec l'ancien fonds, c'est vrai que vous parlez de suivi et d'encadrement, c'était le non-remboursement des prêts. Le remboursement n'est pas une culture qu'on a véritablement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour que le remboursement soit effectif? Le remboursement n'est pas une culture pour les personnes qui n'ont pas la formation d'entrepreneur. Un entrepreneur sait qu'il met en place son entreprise sur la base d'un prêt. Un prêt se rembourse. Le Fonds national de la jeunesse, justement, forme les jeunes à la culture d'entrepreneuriat. Quelqu'un qui est formé... Une formation pendant combien de temps? Une formation, ça dépend des lacunes du jeune dans le domaine. Ce sont des formations adaptées à tous les niveaux, que les jeunes soient d'un niveau supérieur ou d'un niveau moyen. Une formation adaptée avec les partenaires techniques avec lesquels nous travaillons, avec les fêtières qui existent dans chaque secteur d'activité. Le jeune est accompagné de façon pratique, de façon académique ou de façon pratique pour mieux maîtriser l'activité dans laquelle il s'insère, pour apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat et pour avoir la culture du remboursement, comme vous l'avez indiqué. Il y est obligé de façon très souple, par des conseils, par un accompagnement technique. Et s'il ne rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de chances que le jeune ne rembourse pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, il y a un suivi quotidien de l'activité. Une gestion à la place alors? Pas du tout. Des tuteurs, un suivi permanent de l'activité du jeune. Il est clair que quelqu'un qui vous remet des ressources, du remboursement dépend la création d'autres activités en faveur d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une gestion à la place du jeune, c'est un suivi, un accompagnement, des conseils au quotidien pour pouvoir amener les jeunes effectivement à rembourser les ressources qui lui sont confiées pour pouvoir permettre d'insérer d'autres jeunes. Et est-ce que ce suivi justement garantit le succès du projet, quel qu'il soit? Une très grande part, ce suivi garantit le succès du projet parce que... Zéro marge d'échec? On ne pourrait pas, c'est une œuvre humaine, on ne pourrait pas dire zéro marge d'échec, mais il peut y avoir des échecs pour le jeune et non pas pour le projet. Le Fonds national, justement, finance, cofinance, refinance, apporte de la garantie. Quand vous dites refinance, c'est-à-dire j'obtiens un prêt pour un projet, j'échoue, vous refinancez ce même projet? Cela dépend des raisons de l'échec. S'il s'agit d'une défaillance du jeune, justement, il s'agit pour le Fonds national de la jeunesse de ne pas lancer des fonds perdus. Nous mettons tout en œuvre pour qu'un projet qui a été financé, c'est parce que ce projet il est viable, c'est parce que ce projet il est porteur, il est créateur d'emplois. Le promoteur peut être défaillant, mais le projet il demeure parce que c'est un prêt qui a été accordé. On apporte un concours de financement sous forme de refinancement pour que l'activité puisse demeurer en faveur d'autres jeunes, parce que vous l'avez indiqué dans votre introduction, c'est plus de 4 millions de jeunes qui sont en quête d'emploi. Donc c'est un arbitrage très serré. Lorsque la chance est offerte à un jeune, en dépit de toutes les dispositions que nous prenons pour l'amener à réussir sa mission, il est défaillant. Le projet doit demeurer pour pouvoir profiter à d'autres jeunes que nous accompagnons pour ne pas perdre le financement initial et des emplois en faveur d'autres jeunes. Alors j'en viens à la question qui intéresse, j'en suis sûre, tous les jeunes. Je suis jeune, j'ai un projet. Comment je fais pour obtenir un financement auprès du FNJ, bien sûr? Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'une des différences majeures, innovantes entre le Fonds national de la jeunesse et les autres dispositifs. Aujourd'hui, le jeune qui a une idée de projet, qui a un projet qui s'est fait accompagner pour la rédaction de son projet, se rend sur le site du Fonds national de la jeunesse, www.fnj.ci, où les indications pour la rédaction de son business plan sont, et lorsque il télécharge ces indications conformément aux instructions qui y figurent, il poste son projet en ligne sur notre site www.fnj.ci que nous accueillons dans notre boîte à notre siège et nous mettons le projet dans le circuit de traitement. Nous convoquons les jeunes pour apporter des ajustements s'il y en a. Dans tous les cas de figure, nous faisons des analyses préliminaires qui nécessitent le déplacement du jeune à un moment donné et le projet entre dans le circuit de traitement jusqu'à ce que, avec les ajustements qui s'avèrent nécessaires, jusqu'à ce qu'il arrive à l'étape terminale de la validation en vue de la transmission à la banque partenaire. Et quels sont les critères justement que ce projet doit remplir pour être validé? Le projet il doit être viable, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous entendez par un projet viable? Un projet viable, c'est un projet qui est susceptible de générer des bénéfices parce que c'est un financement qui est accordé en vue de rembourser le prêt. Un projet viable, c'est un projet qui crée des emplois parce que je l'ai indiqué, la mission première du Fonds national de la jeunesse, c'est de créer, de résorber le chômage. Un projet viable, c'est un projet qui permet à son porteur de s'épanouir, justement parce que le Fonds national de la jeunesse a pour mission de faire la promotion socio-économique des jeunes. Donc un projet viable, c'est un projet qui peut se rembourser lui-même, qui peut créer des emplois. D'accord, donc le projet doit être viable. Deuxième critère? Deuxième critère, on doit être jeune, c'est-à-dire avoir au maximum 35 ans. On doit apporter la preuve de sa jeunesse, c'est-à-dire être identifié comme tel, c'est-à-dire détenir sa carte d'identité de jeune, tout simplement. Et, vous dites être jeune, justement, cela suffit. Est-ce que les jeunes qui ont déjà un emploi peuvent déposer des projets chez vous? Non, l'objet du fonds, c'est de créer des emplois. Quelqu'un qui a déjà un emploi ne peut pas, a priori, bénéficier du fonds parce que les financements du fonds se font de façon principale. Les financements du fonds sont les activités principales des jeunes, ce ne sont pas des activités accessoires. Un jeune qui a envie d'entreprendre, parce que c'est la promotion justement de l'auto-emploi que nous faisons, un jeune qui a envie d'entreprendre, qui nous soumet un projet, il est éligible à condition que ce soit son activité principale pour qu'il ici investisse totalement. Et est-ce que vous intervenez dans la rédaction du projet en dehors de ce qui est téléchargé sur le site? Est-ce que vous accompagnez le jeune dans la rédaction de son projet véritablement? Nous n'intervenons pas de façon directe, mais nous encadrons, nous accompagnons, comme vous l'avez dit, nous accompagnons les jeunes, nous l'orientons dans tous les cas, à partir de notre site, à partir de sa présence physique dans nos services, nous l'orientons à la rédaction de son projet. Est-ce que vous intervenez dans l'étude du marché? Non. Une étude très importante, hein, oui. Parce que les dévanciers vous diront qu'il est important d'étudier le marché avant de se lancer. Est-ce que vous intervenez à ce niveau? Ce sont des canevas qui sont justement, nous interpellons les jeunes là-dessus. Nous n'intervenons pas, cela ferait de nous juger partis. Vous comprenez que si nous rédigeons l'étude de faisabilité, l'étude de marché à la place du jeune qui est censé être au contact du terrain, savoir l'environnement de son projet, nous ne pouvons pas rester dans nos bureaux pour rédiger une étude de marché à laquelle le jeune est étranger. Nous ne pouvons pas être jugés partis, mais nous accompagnons les jeunes à travers des orientations techniques pour qu'il s'imprègne totalement lui-même. L'étude de faisabilité est le reflet de lui-même, son analyse, bien qu'il soit encadré, de lui-même sa connaissance du terrain, de l'activité, pour venir avec des informations fiables qui sont susceptibles de lui permettre de rembourser le prêt qui lui est accordé. D'accord. Et parlons justement de ce prêt. On a vu dans l'élément, vous avez remis des chèques à 21 entrepreneurs. Je suis un jeune, je dépose un projet chez vous, ce projet est validé, j'obtiens un financement et j'utilise de cet argent pour faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Comment? Ce n'est pas possible, nous disons jeunes. Démontrez-nous comment vous faites pour que cela ne soit pas possible. Premièrement, parce que le jeune ne manipule aucun argent liquide du Fonds national de la jeunesse. Le Fonds national de la jeunesse est un fonds de garantie et il met en place le financement en collaboration avec la banque partenaire sous forme de matériel, sous forme d'outils de production, pas d'argent liquide. Donc, je le dis. Mais même les outils de production peuvent être dilapidés, peuvent être utilisés pour autre chose. Voici la raison de la présence quotidienne des conseillers en gestion de projet, des visites inopinées. Il y a plusieurs niveaux de contrôle. Le matériel fait partie des garanties du projet. Il y a les garanties, le jeune doit donner des garanties. Le matériel de production fait partie des garanties. Le suivi quotidien du projet par les conseillers en gestion de projet, par les agents d'encadrement, par le dispositif de suivi du partenaire bancaire et par les visites inopinées, en tout cas, réduisent au maximum les risques de bradage de l'activité et de l'outil de production. Et encadrement, gestionnaire, tout ce dispositif nécessite un coût. Est-ce que vous avez des moyens de votre politique? Voici une des innovations majeures du Fonds national de la jeunesse, justement. C'est en tirant les leçons des échecs passés que tous ces mécanismes de suivi est compris dans le coût du projet, justement. Parce que vous comprenez, j'ai dit tout à l'heure que les jeunes ne manipulent pas d'argent. Cela ne veut pas dire que lorsque le jeune est en train d'exploiter son projet, il est laissé pour compte.
Justement, le jeune qui est en train d'exploiter un projet, ses besoins ne sont pas suspendus. Il a des besoins, donc il est rémunéré et le coût, sa rémunération... Il est rémunéré par qui? Par le projet. Par le projet. Ses besoins sont évalués. Il est un salarié de son propre projet en cours de production. Donc tout cela, ses employés, ses coactionnaires, parce que vous l'avez indiqué, c'est 21 porteurs de projets, mais ce sont des entreprises formelles qui sont créées, qui créent des emplois salariés, des salariés qui sont des salariés de leur propre entreprise jusqu'à ce que l'entreprise leur revienne totalement. Le conseil à gestion de projet est rémunéré sur le projet, donc il a intérêt à ce que le projet, le matériel de production ne soit pas bradé. Il a intérêt à ce que le projet existe, qu'il aille à son terme pour que lui, il soit également rémunéré. Donc le jeune, il n'a aucune raison de brader son outil de production parce qu'il est à l'abri du besoin, parce qu'il est rémunéré. Le conseil en gestion de projet est obligé de faire correctement son travail parce que de la réussite du projet dépend sa rémunération également. Donc ce sont des garde-fous qui garantissent la pérennisation du projet. Et dans combien de temps, par exemple, le FNJ compte résorber le problème du chômage des jeunes? Le dispositif aujourd'hui du FNJ est un dispositif huilé qui s'est inspiré, je l'ai indiqué, des erreurs du passé. Un dispositif. Ma question, c'est on peut avoir des résultats à partir de combien de temps? À partir de combien de temps en termes d'objectifs que vous voulez atteindre? Oui, les objectifs, vous l'avez indiqué tout à l'heure dans votre élément. Nous avons été mis en place, nous avons commencé nos activités le 2 janvier. Aujourd'hui, nous avons remis les premiers chèques pour le financement des projets. Jusqu'au mois de juillet, les premiers résultats seront visibles sur le terrain, effectivement. À la fin de l'année, les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints parce que nous sommes certains que... On a 4 à 5 millions de chômeurs en Côte d'Ivoire. Dans combien de temps pensez-vous pouvoir réduire, soit de moitié ou un peu plus, ce chiffre? Indiquer de cette façon... Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an? Oui, tout peut se faire. Les dispositifs existent. Si les ressources existent, l'évaluation de temps peut se faire. Le FNJ aujourd'hui, en fonction des ressources dont il dispose, peut indiquer le temps dans lequel il peut créer tel nombre d'emplois, ainsi de suite. Il en est de même pour tous les dispositifs de création d'emplois en faveur des jeunes. C'est une question des ressources disponibles. Quand vous dites ressources disponibles, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas encore de ressources disponibles? Non, nous disons que nous avons les ressources. Nous avons les ressources. La création du nombre d'emplois dépend de la hauteur de la... Comment? Vous n'avez pas encore songé au nombre d'emplois qui seront créés? Mais ce sont des objectifs annuels qui se fixent. Nous disons, mais qui peuvent être chiffrés au moins? Qui peuvent être chiffrés. Mais que vous n'avez pas encore? Si, que nous avons. Nous disons, pour cette année, nous avons un objectif de création de 200 entreprises individuelles. Voilà. De 200 entreprises individuelles, de 4 entreprises collectives qui sont évaluées à 7 milliards de francs CFA, qui créeront 21 000 emplois, dont 7 000 emplois directs et 14 000 emplois induits. Donc vous voyez que par le jeu de la multiplication de ces ressources, nous pouvons obtenir le nombre d'emplois susceptibles d'être créés en fonction des ressources qui sont mises à la disposition du Fonds national de la jeunesse. Et l'autre aspect, l'autre mission de ce fonds, ce sont les programmes communautaires. Comment ces programmes peuvent contribuer à la cohésion sociale? La rareté des besoins, des richesses, le terreau fertile de toutes les tensions. Nous disons que les jeunes de Côte d'Ivoire vivaient en harmonie il y a dans un passé très récent. Aujourd'hui, il s'agit pour le Fonds national de la jeunesse d'accompagner toutes les initiatives qui amènent les jeunes à se frotter les uns aux autres. Par exemple, pour apprendre. Quand vous parlez d'initiatives, on peut avoir des exemples? Des initiatives des jeunes du Sud, par exemple, qui vont dans le Nord apporter leur expertise en matière de réduction de l'absence d'enseignants dans des écoles du Nord, par exemple, de l'absence d'infirmiers dans une région donnée de la Côte d'Ivoire, sont des activités au cours de laquelle les différents jeunes se frottent les uns aux autres, apprennent à faire tomber les murs de méfiance. Donc le Fonds national de la jeunesse, ce type d'initiative, le Fonds national de la jeunesse a vocation à les accompagner. Le Fonds national de la jeunesse a vocation à prendre des jeunes pour aller créer des emplois
faire des partages d'échanges culturels avec les jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc toutes ces initiatives qui visent à mettre les jeunes ensemble, à rompre le mur des méfiances sont des initiatives. Sont les bienvenus au FNG. Tout à fait. Merci M. Bomba pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds national de la jeunesse, donc Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous avez un projet, inscrivez-vous sur fnj.ci si vous voulez obtenir un financement. C'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Souvenez-vous de toujours aimer. Bon dimanche.